comme le titre l'indique, je voudrais consacrer la prochaine demi-heure à parler des populistes, des démocrates et des idiots, et de se poser la question de comment vivre en démocratie. Et pour ça, je voudrais que vous vous projetiez dans le passé, le 2 avril 1917, quand le président Woodrow Wilson a fait un discours devant le Congrès des États-Unis pour demander à son pays d'entrer en guerre contre l'Allemagne. Et l'argument qu'il a avancé était pour faire du monde un lieu sûr pour la démocratie. Alors, il y avait là une incohérence et un peu une tromperie, parce que l'Allemagne n'était peut-être pas une démocratie parlementaire aussi avancée que, disons, le Royaume-Uni, la France ou la Suisse. Mais c'était quand même un pays qui avait un parlement avec des élections libres, avec une opposition. Et l'Autriche, qui était l'allié de l'Allemagne et contre laquelle les États-Unis aussi déclaraient la guerre, est un pays qui avait deux parlements. À cause de la double monarchie, il y avait un parlement à Vienne et un parlement à Budapest. Et les États-Unis et leurs alliés gagnèrent la guerre, comme nous savons. Et 20 ans après, quel fut le résultat? Eh bien, 20 ans après, en 1937, l'Allemagne était devenue nazie, l'Italie fasciste, l'URSS était sous la botte des staliniens, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, le Portugal étaient des régimes autocratiques, comme la Turquie, comme pratiquement toute l'Amérique latine. Et l'Espagne entrait dans une guerre civile pour décider de savoir si elle allait devenir un fasciste brun ou un fasciste rouge. On dit que l'histoire ne repasse pas les plats, mais en fait, elle l'a fait. Et elle l'a fait en 1989, après une deuxième guerre mondiale, 100 millions, 150 millions de morts, et la chute du mur de Berlin. Et il semblait, à ce moment-là, que le vœu du président Wilson était exaucé. Un monde sûr pour la démocratie. La démocratie n'avait plus de rival. Tout le monde disait c'est la fin de l'histoire. Jean Baudrillard disait la grève des événements. Et on sait Fukuyama parlait justement de cette possibilité d'avoir une sorte de Danemark universel. Et avançons le film encore, accélérons 30 ans et aujourd'hui, et la démocratie, nous l'avons. Et elle a essaimé partout, elle a fait Flores sur les 5 continents, avec des convertis enthousiastes. Poutine, Erdogan, Viktor Orban en Hongrie, Andrzej Duda, le parti de la loi et de la justice en Pologne, Rodrigo Duterte aux Philippines, Jair Bolsonaro au Brésil, Narendra Modi, les islamistes au Maghreb, les péronistes de retour en Argentine, et des gouvernements dûment élus, corrompus, criminels, au Pakistan, au Liban, en Irak, en Égypte et un peu partout en Afrique et en Asie centrale. Ok, j'entends l'objection. La démocratie, ce n'est pas le vote. La démocratie, c'est un exercice de recherche de la vérité et de la justice. Le vrai sens de la démocratie, son esprit, ne consiste pas à penser qu'une proposition est vraie parce que la majorité le dit, ou qu'elle est juste parce que la majorité le dit, mais plutôt que le processus de faire s'exprimer le peuple est mieux à même de révéler ce qui est vrai et ce qui est juste. Car la vérité est une, la justice est une, mais il y a 1000 façons de trahir la vérité. Il y a 1000 façons d'être injuste. Et le peuple assemblé, débattant sans passion, fera émerger, révélera et se rassemblera derrière la seule proposition vraie, la seule proposition juste. Vous avez reconnu l'idée de Rousseau, mais aussi d'Hannah Arendt. L'essence de la démocratie n'est pas le vote, mais la délibération. Seulement voilà, on a enseigné pendant 3 générations à des jeunes qu'il n'y a pas de justice
Il n'y a pas de vérité. C'est la postmodernité. Et ensuite, les partis politiques sont des organisations qui ont un but, qui ont des dirigeants, et ces dirigeants ont des intérêts propres, comme tout le monde. Et si en plus ces dirigeants y croient à leur mission, ils veulent toujours plus. Comme les entreprises, comme les églises, comme les clubs de foot, les associations culturelles. Quelle église dira « le travail de Dieu est accompli, on peut tout fermer » Quelle association caritative déclarera « nous avons recueilli assez de dons, vous savez, donc vous pouvez cesser de nous envoyer de l'argent ». Et quel business dira « nous avons trop de profit ». Et donc, quel parti politique ne fera plus campagne pour avoir plus d'adhérents, plus de votes, plus de pouvoir? Or, pour accéder au pouvoir en démocratie, les partis captent l'énergie politique du vote populaire. Parce que votre vote individuel ne compte absolument pas. Que vous votiez bleu, que vous votiez rouge, que vous votiez jaune, c'est zéro. Vous pourriez tout aussi bien aller à la pêche ce jour-là, vous abstenir, mettre un bulletin nul, ça n'a absolument aucune importance. L'énergie politique que vous avez est complètement dissipée. Et les partis reconcentrent cette énergie. Et l'analogie que je prends, c'est un petit peu comme les banques de dépôt. Si vous avez un franc suisse dans votre poche, ça ne représente rien du tout. Vous ne pouvez rien faire avec un franc suisse. Mais si ce franc suisse est déposé dans une banque, et des millions de gens déposent un franc suisse dans une banque, alors la banque reconcentre l'énergie de l'argent, comme les partis politiques reconcentrent l'énergie du vote. Mais l'argent que vous avez dépensé dans la banque n'est plus votre argent. Vous avez simplement une créance sur la banque. C'est la banque qui va investir cet argent. Et de la même façon, le vote que vous avez confié au parti politique n'est plus votre voix. Le parti politique va en décider, va décider de quelle politique, quelle décision le gouvernement va prendre. Et donc, vous avez tout un mouvement populaire aujourd'hui qui perçoit cette médiation des partis politiques comme une sorte de trahison. Et ils rejettent les partis et ils veulent incarner leur désir sans médiation dans un chef. Et surtout en temps de crise, où l'anxiété est grande. Un homme providentiel, un sauveur est absolument nécessaire pour remettre le pays sur les rails, pour sauver les gens de la déréliction. Et ces dirigeants providentiels vous disent « Ah, nous avons été élus. Pourquoi laisser les autres partis exposer leur vue dans l'arène politique alors que nous avons été désignés pour gouverner? Et pourquoi laisser les entreprises prospérer si elles ne placent pas les intérêts de la nation et du parti au-dessus de la recherche du profit? Et ainsi, nous avons semé la démocratie et nous avons récolté des autocrates. Et le principe, enfin le processus est relativement assez simple, car la démocratie désigne qui gouverne. Elle désigne que ceux qui gouvernent n'ont pas hérité du pouvoir, n'ont pas été tirés au sort, n'ont pas passé des examens pour exercer le pouvoir, comme les mandarins, mais ont été élus à la majorité. La démocratie ne dit rien sur l'exercice de ce pouvoir, sur la limite de ce pouvoir. Et parce que c'est le libéralisme qui fixe les limites, et parce que la démocratie moderne et le libéralisme sont nés ensemble à l'époque des Lumières, on considère que ce sont des jumeaux siamois, qu'on ne peut pas avoir l'un si on n'a pas l'autre.
Or, il n'en est rien. Et Viktor Orban le rappelle d'ailleurs très souvent en disant « Je veux une démocratie illibérale ». Au lieu, après 1989, pour les dirigeants européens et américains, d'aller à travers le monde en prêchant la démocratie, il fallait promouvoir le libéralisme. C'est le libéralisme qui nous donne les droits humains, le droit de propriété, la liberté de mouvement, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de religion, le droit des minorités ethniques, des minorités culturelles, des minorités sexuelles. Et inversement, si on jouit de ces libertés d'association, d'entreprendre, de propriété, etc., est-ce que ça nous importe vraiment? Qui sont ces gens au gouvernement? Des hommes ou des femmes? Quelle est leur ethnicité, leur croyance, d'où ils viennent, et même comment ils sont arrivés là, s'ils ont été élus, s'ils ont hérité de leur position, s'ils ont été tirés au sort, s'ils ont passé des examens. On s'en fiche, parce qu'ils ne peuvent pas trop nuire. On ne demande pas au gouvernement de faire le bien des gens. C'est quoi le bien des gens? Comment serait-on d'accord pour décider de qu'est-ce qui est le bien des gens? On demande au gouvernement de ne pas causer de tort, de limiter les agressions qu'il pourrait nous faire subir, et y compris d'ailleurs les agressions du gouvernement lui-même. Et ça, c'est la position libérale, je ne vous l'apprends pas. Mais la question que je pose est, est-ce que le monde est prêt au message libéral? La démographie est contre nous. Les populations sont vieillissantes, sauf en Afrique. Et les populations vieillissantes sont des populations frileuses, des populations repliées sur leurs micro-privilèges, leur statut et un mode de vie qui est menacé ou qu'ils perçoivent comme étant menacé. Et ça, c'est en fait les caractéristiques de ce mouvement dont tout le monde parle depuis une dizaine d'années, qui est le mouvement populiste. Et ce mouvement populiste, en fait, le mot est la traduction exacte du mot russe narodniki, qui était un mouvement apparu dans les steppes vers les années 1860, et qui était un mouvement panslave, pro-russe, nationaliste, et surtout contre les Lumières, contre la science, l'Occident, l'industrialisation, contre les élites russes qui parlaient français à la maison et qui méprisaient totalement ces gens qui étaient en dessous d'eux. Et aujourd'hui, on a ces gilets jaunes qui justement ont ces gilets qui hurlent « Regardez-moi !» On a ce panier de pitoyables dont parlait malencontreusement la candidate aux élections américaines. On a ces gens qui sont farouchement opposés au libéralisme, parce que farouchement conservateurs. Droite ou gauche, le populisme est conservateur. Le conservateur, c'est celui qui a peur pour ce qui existe, que l'existant sera perdu. Et l'existence n'est pas parfaite, mais le changement ne peut qu'être pire. C'est le principe de précaution poussé à l'extrême. Par contraste, le progressiste a peur de ce qui existe. Le présent est terrifiant. C'est l'oppression, c'est l'exploitation, c'est la violence physique, symbolique. Et ils veulent changer, le progressiste veut changer parce qu'il n'a rien à perdre que ses chaînes. Les populistes, en fait, aujourd'hui, ne sont même pas conservateurs. Ils sont réactionnaires. Ils ne souhaitent même pas conserver ce qui existe, mais revenir en arrière. Et à droite, c'est assez frappant, le souverainisme, la nostalgie d'empire, le slogan du président Trump
Make America great, make America great again. Un président progressiste aurait dit Make America greater than she's ever been. Mais non. Et on voit ça chez Poutine, par exemple, qui déplorait que l'effondrement de l'URSS était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Erdogan, qui rêve de l'Empire ottoman. Et à gauche aussi, on déteste ce qui existe. Le climat, réchauffement, les inégalités, la mondialisation. Mais la réponse n'est plus un mouvement vers le futur, qui serait un mouvement progressiste, mais vers le passé. Sanders, Corbyn, les socialistes en France veulent des nationalisations, du protectionnisme, une politique industrielle, le retour aux 30 glorieuses. C'est-à-dire qu'en fait, pour les populistes de gauche ou de droite, le futur est en 1950. Et ça, c'est quelque chose qui nous indique que nous vivons une période contre-révolutionnaire. Contre-révolutionnaire parce que, rappelez-vous, 1990, l'an 2000, c'était le début de l'Internet, c'était les dot-com, c'était le monde connecté, c'était la mondialisation, c'était une sorte de noosphère qui apparaissait comme Teilhard de Chardin l'avait prévu. C'était on appelait ça la troisième révolution industrielle. Certains disaient avec enthousiasme que c'était même la plus importante révolution depuis la découverte du feu. Mais dans cette révolution, ce qui est intéressant, c'est le renversement des fronts. Autrefois, les progressistes étaient les révolutionnaires, c'était les intellos, c'était les artistes, c'était les scientifiques, c'était les ouvriers. Et les contre-révolutionnaires, les réacs, c'était les possédants, les nantis, les bourgeois, ceux qui avaient quelque chose à perdre. Or, aujourd'hui, les réactionnaires, ce sont les intellos, ce sont les ouvriers, ce sont les scientifiques qui sont contre la mondialisation, qui nous alertent au danger du climat, qui nous effrayent avec les utilisations de l'Internet. Et les révolutionnaires, ce sont les riches, capital risque, entrepreneurs, qui affirment que la destruction est créatrice dans un modèle schumpeterien. C'est Zuckerberg qui dit « move fast and break things ». Peut-être que ce qui caractérise le plus, c'est quelque chose que j'ai entendu d'un coureur automobile récemment qui disait, Mario Andreotti, qui disait « si vous gardez le contrôle, c'est que vous ne roulez pas assez vite ». Toute révolution, donc, entraîne une contre-révolution. Et c'est ça que nous vivons. Une contre-révolution, c'est la troisième loi de la mécanique de Newton. Une réaction engendre une autre réaction en sens opposé. Et on a vu ça dans l'histoire. Après 1789, Bonaparte, Metternich. Après 1917, la nouvelle politique économique de Lénine. Et la sociologie du populisme, contre-révolutionnaire, conservateur, réactionnaire, est claire. Cette sociologie, elle est composée de gens qui sont plus âgés, ruraux, donc loin des lieux de la culture, moins éduqués. Ça ne peut pas être eux qui sont les porteurs d'avenir. Ce sont malheureusement dans l'électorat aujourd'hui, ce sont eux qui sont majoritaires. Ce ne sont pas les jeunes, ce ne sont pas les urbains, ce ne sont pas les diplômés. Et donc la démocratie est le principal soutien de ce mouvement contre-révolutionnaire. La démocratie est le fondement et le carburant d'un mouvement antilibéral contre le progrès, contre l'avance de l'humanité vers une nouvelle ère. Et donc, pour nous les libéraux, on n'a rien à attendre de la démocratie, rien à attendre du vote. Alors, quelle stratégie? Il y a la position radicale de Lénine, évidemment, qui dit nous au pouvoir, les autres en prison. Bon, ça c'est une approche. Il y a une autre stratégie
qui consiste à laisser le temps au temps. Une génération passe, une autre, et les mouvements prennent de l'ampleur, et finalement, on a oublié ce qu'était le monde d'avant. On est prêt à recevoir le monde d'après. Le meilleur exemple de ça, en fait, nous est donné paradoxalement dans la Bible, dans l'Exode. Si vous vous souvenez, Moïse emmène son peuple hors d'Égypte vers la terre promise. Il traverse le Sinaï et ça prend 40 ans. Et vous dites, vous regardez la carte et vous dites 40 ans, c'est pas possible. Même avec 10 000 personnes, même avec des femmes enceintes, des vieillards, des enfants, on ne met pas 40 ans pour traverser de l'Égypte jusqu'à la terre promise, jusqu'à la Palestine. Oui, mais disent les exégètes, il fallait que tous ceux qui avaient connu le servage mourussent pour que seuls des gens qui n'ont connu que la liberté entrent dans la terre promise. Mais on n'a pas envie d'attendre 40 ans pour la prochaine génération et celle d'après, et un monde libéral. Et il faut avoir conscience et confiance que la révolution est irréversible et qu'elle continuera parce qu'on ne reviendra pas sur Internet, on ne reviendra pas sur la mondialisation, on ne reviendra pas sur le progrès technique. Et on n'a pas besoin d'avoir lu et assimilé le grand barbu allemand du 19e siècle pour savoir que c'est la technologie qui change les rapports de production et ce sont les rapports de production qui gouvernent les structures politiques. Et la technologie, elle va nous entraîner, quoi que fassent les gens, elle nous entraîne nécessairement vers cet autre monde. La métaphore que j'utilise du libéralisme, c'est qu'il est un système d'exploitation, comme sur les ordinateurs, système d'exploitation qui est agnostique, qui est cosmopolite et qui est transnational, et qui supporte des applications, et toute une série d'applications, même celles qui paraissent les plus opposées au libéralisme. L'exemple que je donnais dans les années 90, quand je traînais beaucoup en Russie, je rencontrais en Sibérie ou ailleurs, je rencontrais des vieux bolcheviks et qui déploraient que dans la guerre froide entre le capitalisme et le communisme, les capitalistes ont gagné et nous avons perdu. Et je leur disais, mais de quoi parlez-vous? Il n'y a jamais eu de guerre entre le capitalisme et le communisme. Dans la société capitaliste la plus avancée, la plus radicale, tous ceux qui veulent mettre en commun leurs moyens de production, qui veulent renoncer à leurs héritages, qui veulent partager également leurs revenus, pajausta, vous pouvez le faire. La guerre n'était pas entre le capitalisme et le communisme, mais entre le capitalisme et le communisme imposé à ceux qui ne voulaient pas du communisme. Voilà où était la fracture. Et si effectivement le fait de vivre dans les communautés comme elles existent aujourd'hui d'ailleurs, communistes, attirait tant de gens, le monde entier serait devenu communiste de proche en proche, sans qu'il y ait besoin d'imposer quoi que ce soit, de déporter qui que ce soit. Donc, on peut parfaitement, dans une société libérale, on peut parfaitement avoir des poches de communisme, et pourquoi pas? Ce qui est certain, c'est que si la technologie nous entraîne et change ses rapports de production et les systèmes politiques, on peut l'accompagner, mais on ne convainc pas grand monde avec des discours, avec des analyses, avec des raisonnements, avec des démonstrations. Et
c'est peut-être pas le message que je voudrais faire passer à un institut qui précisément est une boîte à idées et qui précisément publie des analyses, mais je voudrais quand même rappeler ce que disait Saint François d'Assise, qui disait à ses disciples, prêchez, prêchez tout le temps, utilisez des mots si vraiment vous devez le faire. En d'autres termes, l'exemple. En d'autres termes, le travail que l'on montre en modèle. Alors, peut-être un des exemples que nous pouvons suivre est ce que nous dit Épicure. Épicure, le troisième philosophe de la Grèce antique, qui était, Platon était le philosophe des premiers chrétiens, Aristote était évidemment le philosophe des scolastiques, Épicure était le philosophe des Lumières. On n'a pas beaucoup d'écrits de lui parce qu'il était athée, philosophe des Lumières, et donc pendant toute la période où les copistes dans les monastères faisaient circuler les œuvres des grands philosophes, Épicure était plutôt abandonné. Et il y avait chez Épicure des idées qui nous viennent à cause des gens soit qui l'ont critiqué, soit qui simplement ont rapporté ces idées. Et celui qui en parle le mieux, c'est Diogène Laërce. Et il a une citation, j'ai noté quelques citations ici, mais j'en lirai qu'une seule, qui dit ceci de l'homme tel que Diogène Laërce l'imagine. Épicure, l'épicurien. Il ne s'occupera de politique en aucune façon, mais il ne se retirera pas de la société. Il aura soin de ce qui lui appartient et il construira son avenir. Et pour les Grecs de l'époque, c'était absolument choquant. Parce que étymologiquement, il est un idiot, Épicure. Et un idiot, c'est celui qui n'a pas la capacité cognitive de participer au débat sur l'agora. C'est celui qui n'est pas un homme accompli parce qu'il n'est pas un citoyen. Et il ne peut pas prendre part à la vie politique. Il est un peu moins qu'un homme. Il est un métèque, il est un esclave. Mais notez qu'Épicure ne prône pas le renfermement dans sa bulle. Il ne se retire pas de la société. Il travaille simplement hors des partis politiques et il défend des causes où son action a un impact direct, où sa voix est entendue. Et ça, nous pouvons le faire dans les labos, dans les entreprises, dans les startups, dans les associations, dans les clubs, dans les syndicats, dans les mouvements pour les droits humains, pour la justice, mais aussi pour la biodiversité, pour le climat. Ça laisse quand même un rôle à des centres de réflexion comme l'Institut libéral, pas nécessairement pour convaincre, mais pour expliquer, pour rassurer. Et est-ce que ça ne serait pas le bon modèle pour vivre en démocratie? C'est-à-dire justement de vivre en quelqu'un indépendant de la politique, quelqu'un qui ne rabâche pas les slogans simplistes des campagnes électorales et qui cherche ailleurs que dans les ministères le ferment de transformation de la société, qui participe à cette fermentation. Quelqu'un qui ne cherche pas le pouvoir du vote, mais la force de l'exemple. Et quelqu'un qui soutient partout la naissance d'une société douce. Et est-ce que ce n'est pas le modèle pour une vie humaine accomplie? Et je vous laisse avec cette question. Merci.